Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin après 2 book hauls consécutifs pour un avis lecture. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à carburer ces temps-ci parce que j'ai eu un programme tout simplement assez chargé et du coup j'ai lu moins que ce que je voulais. Et étant donné que vous n'avez pas eu d'avis lecture depuis longtemps, il y aura beaucoup de livres dans cette vidéo et ce sera peut-être un petit peu long. Sans plus tarder, du coup, je vais vous présenter toutes ces lectures. Je vais commencer par le seul abandon de cette liste, qui est donc 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Récemment, j'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était une excellente lecture. Et donc, j'ai voulu tout de suite me lancer dans 20 000 lieues sous les mers. Sauf que je trouve sincèrement que c'est un livre qui a beaucoup moins de peps, qui commence plus lentement et dont l'histoire est franchement moins attrayante. Ça m'a donc amené à abandonner le livre puisque vraiment je ne trouvais aucun plaisir dans cette lecture. Pour ce qui est de l'histoire de 20 000 lieues sous les mers, il s'agit d'une expédition qui va être lancée pour aller capturer une mystérieuse créature qui, à plusieurs reprises, va créer des naufrages et des catastrophes au niveau des bateaux. Donc cette créature est considérée comme un danger et on va suivre une expédition qui va essayer de la capturer. Il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de cette créature parce que ils pensent tout d'abord à une sorte de baleine puis un narval géant et donc ça va s'étayer en fait au fil du temps. Ayant adoré Le Tour du Monde en 80 jours, encore une fois je suis étonnée de pas du tout avoir accroché à ce livre là, mais bon c'est pas très grave. Ceux qui aiment beaucoup Jules Verne et qui ont lu les deux, eh bien n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je réessayerai un Jules Verne bien plus tard car pour le moment je suis un peu blasée. Ma toute tête. Bonjour. Oh t'as vu un truc. Qu'est-ce que tu veux? A few moments later. A few moments later. Hey. One eternity later. Je me suis ensuite lancée dans la lecture d'un autre classique, Frankenstein de Mary Shelley. Je suis très contente d'avoir enfin découvert ce classique de l'horreur dont on m'a tant parlé et d'avoir enrichi enfin ma culture avec cette plume et cette histoire terrifiante. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Frankenstein, on va être sur un jeune scientifique qui est plein d'ambition, qui s'intéresse beaucoup à la vie, à sa création, etc. et qui va donc tenter de créer la vie. Suite à ça, il va réussir à créer une créature vraiment terrifiante. Et cette créature, elle va pas lui laisser de répit puisqu'elle va être emplie de haine pour de multiples raisons et va essayer de lui gâcher la vie. Alors va en découler une sorte de course-poursuite entre guillemets où il essaye de retrouver cette créature qui est partie se cacher et qui va décider de lui retirer la vie qu'il lui a donnée. C'était vraiment une super lecture déjà pour la plume que je trouve vraiment agréable à lire, ça se lit tout seul, c'est super. J'ai adoré aussi l'histoire avec toutes les leçons qui sont données, de quel droit donne-t-il la vie mais de quel droit veut-il également la reprendre. Tout ce qui va être sur les scientifiques, leurs ambitions trop grandes qui créent des catastrophes aussi. On va avoir également toute une partie sur comment dire, sur les conséquences de nos actes vis-à-vis de notre entourage, etc. Enfin bref, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'ai écouté une partie en audio parce que j'avais fait beaucoup de route à ce moment là, donc pour continuer de pouvoir le lire je l'écoutais en audio. L'audio sur Audible est vraiment très agréable également, très bien fait et je vous le conseille tout à fait. Du coup c'est une histoire qui regorge de belles leçons, qui est assez terrifiante à des moments parce qu'il y a des gros moments où en fait comment dire, c'est pas, enfin ça m'a pas vraiment terrifiée, ça m'a angoissée parce qu'à des moments le personnage principal est vraiment dans des situations de mal-être très profond. Après il est très égoïste mais ça c'est autre chose, mais ces descriptions de sensations de mal-être, elles m'ont beaucoup touchée et je me suis sentie vraiment angoissée à des moments à cause de ce que lui fait Frankenstein. Et en même temps, c'est un peu le retour du bâton. Je comprends tout à fait que ce soit classé du coup en littérature d'horreur, même si je trouve ça assez doux quand même. Il y a des scènes voilà, qui sont faites pour angoisser. On a presque de la peine pour ce monstre en fait qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à vivre et qui en plus est rejeté sans en comprendre vraiment les raisons. Très honnêtement, j'y allais
avec des a priori, je ne pensais pas que ce serait une œuvre aussi profonde, aussi belle et aussi intéressante. Et donc si je dois vous conseiller un classique de la littérature horrifique, eh bien Frankenstein, lisez-le. Toujours dans la catégorie classique de la littérature horrifique, j'ai fini de lire avec mon chéri Dr. Sleep de Stephen King. C'est donc la suite de Shining. On avait également lu en lecture commune avec mon chéri, donc on a continué sur notre lancée dans sa découverte de Stephen King, car pour lui c'est la première entrée dans son univers, dans l'univers de cet auteur, donc je suis très heureuse de lui faire découvrir. Après avoir énormément aimé Shining, eh bien j'ai adoré également Dr. Sleep. J'ai re-regardé le film très récemment, du coup juste après ma lecture, pour pouvoir comparer. Et même si cette fois-ci l'histoire est globalement similaire, je trouve qu'il y a des différences énormes qui changent tout. Des éléments de sens qui sont dans le livre qui n'apparaissent pas dans le film ou qui sont modifiés, et c'est dommage. Pour vous expliquer l'histoire de Shining et pour remettre en contexte donc Dr. Sleep, dans Shining on va suivre une famille, le père, la mère et le petit garçon qui a environ 6 ans il me semble. Ils vont s'exiler pendant plusieurs mois dans un hôtel en pleine forêt. En fait le père est alcoolique, il a perdu son travail à cause de ça, et pour entre guillemets avoir cette dernière chance, car ça fait plusieurs fois qu'il gâche un peu sa vie à cause de l'alcool, et bien il obtient ce travail dans cet hôtel, c'est-à-dire qu'il doit être le gardien de l'hôtel pendant tout l'hiver. Il se dit c'est génial, je vais pouvoir arrêter l'alcool et vraiment me remettre sur pied et redevenir un père de famille et un mari respectable. Malheureusement ça ne se passe pas comme ça, puisque l'hôtel est en quelque sorte hanté et va vouloir s'emparer de son fils en passant par le père, puisque le fils a ce qu'on appelle le Shining, c'est une sorte de capacité un peu spéciale qui donne des dons de télépathie. Il peut également voir des choses alors qu'il n'était pas présent quand ça s'est passé. Par exemple si je perds quelque chose, il pourra me dire où je l'ai laissé. Et donc ça va être une catastrophe puisque le père va tenter de tuer le fils. Maintenant si vous voulez entendre l'histoire du tome 2, vous allez être spoilé, donc voilà, je vous conseille de passer votre chemin si vous voulez rester sur le résumé de Shining. Dr. Sleep, donc on va suivre ce même personnage, l'enfant de 6 ans Danny, qui a grandi, qui est devenu alcoolique tout comme son père l'était, mais qui après quelques années a réussi à se poser, à arrêter de boire. Il fait partie des alcooliques anonymes, il a trouvé un travail dans un hôpital, enfin bref, sa vie s'est beaucoup améliorée et on est très heureux pour lui. Il est vraiment dans le calme le plus total jusqu'au jour où il va être contacté par une jeune fille de 12 ans qui a également le Shining et qui tente d'échapper mais aussi d'arrêter une bande très étrange qui se nourrit des Shining d'enfants. Là, Dan va décider de l'aider et ça va donner lieu à plusieurs péripéties. Lecture qui, comme Shining, m'a tout à fait convaincue. J'ai adoré cette lecture. On en apprend énormément sur le Shining, mais vraiment beaucoup plus. C'est vraiment super approfondi. Dan est développé en tant qu'adulte, c'est super intéressant également. Et de découvrir comment le Shining peut se manifester chez d'autres personnes, c'était super. Et de voir les dérivés que ça peut créer, puisque visiblement cette secte qui mange le Shining d'enfants, bah, ça leur donne l'immortalité. Enfin voilà, il y a des dérives vis-à-vis du Shining, c'est dommage, mais voilà. C'est aussi également très attachant de voir Dan aider cette petite fille comme il aurait aimé être aidé, même si Dick Hallorann a été là pour lui, ça a été quand même assez catastrophique et il essaye de limiter les dégâts avec un bras, même si elle se mêle de ces histoires de sectes qui en fait vont la mettre en danger. Très attachant, très beau. J'ai trouvé que le côté alcoolisme était bien plus détaillé et bien plus mis en avant. En fait, si je dois parler de cette duologie de manière générale, je vous dirais que c'est une super œuvre pour parler de l'alcoolisme, des solutions et évidemment des gens qui ne s'en sortent pas et des gens qui s'en sortent. Je trouve que vraiment c'est une œuvre qui met en avant plein d'aspects de ce sujet, qui est vraiment très large dessus et qui permet vraiment de plonger dans ce genre de thématique. Donc j'avais un peu peur de me plonger dans cette suite, je vous avoue, parce que j'avais peur d'être déçue vis-à-vis du premier tome, mais King en tient à sa belle réputation car il se débrouille comme un chef comme d'habitude, même si toutes ses œuvres ne sont pas exceptionnelles. Et bien cette duologie pour moi elle a été exceptionnelle et ça m'a permis de découvrir qu'en fait le film n'était pas du tout représentatif, surtout vis-à-vis de la fin, de ce qui se passe réellement dans l'histoire. Encore une fois je me suis lancée dans un second tome et cette fois-ci il s'agit d'Immortality Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albert Michel. C'est donc le second tome de Anatomy Love Story et voilà, ensemble. Je trouve que
Les couvertures sont trop belles toutes les deux. Anatomy Love Story, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Édimbourg dans les années 1800, début 1800. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'effervescence, c'est le début de la chirurgie. C'est vraiment un phénomène, tous les médecins s'y intéressent et font des essais forcément pour l'étudier. Et la jeune fille, personnage principal donc, eh bien elle va vouloir devenir chirurgienne. Sauf que vous imaginez bien que dans les années 1800, bah une femme on peut pas la laisser devenir chirurgienne, faut qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, enfin bref voilà. Sauf qu'elle, elle va pas se laisser faire, elle va se déguiser en garçon pour aller dans une école d'anatomie. Et elle va rencontrer des résurrectionnistes qui sont à l'époque des gens pauvres qui volent des cadavres dans les cimetières pour les revendre aux médecins à des prix assez chers. C'est une profession illégale hein, mais elle va faire appel à eux pour pouvoir travailler ses cours chez elle de son côté. Et en fond il va y avoir une histoire d'amour qui va se développer entre elle et ce résurrectionniste qui lui apporte des cadavres. Alors là je vous le vends comme une romance parce que la romance est présente et fait partie de l'intrigue à part entière. Néanmoins, on est bien plus concentré sur l'aspect chirurgie. La romance est présente mais pas... comment dire, elle n'efface pas les autres aspects qui sont juste géniaux puisque vraiment on a donc tout ce qui va être sur la chirurgie qui est très intéressant de voir cette jeune fille se démener pour réussir à être ce qu'elle veut à une époque où c'était pas forcément possible, de voir tout l'aspect historique. La ville d'Édimbourg est super bien décrite, l'époque est super bien retranscrite. Moi je me suis vue vraiment à l'époque, je me suis plongée dans ce récit et c'était beaucoup trop bien. Et évidemment il y a cette romance que finalement j'ai appréciée, que j'ai trouvé très bien dosée, assez réaliste dans les réactions. Et vous savez maintenant, si vous me regardez depuis un moment, que les romances c'est pas mon genre de bouquin, et pourtant bah celle-ci je vous la conseillerais vraiment beaucoup. Et donc récemment j'ai lu le tome 2, donc on retrouve Hazel et le problème c'est que pour vous faire le résumé du tome 2, bah je suis obligée de vous spoiler le 1. Donc encore une fois, si vous voulez lire le tome 1, passez votre chemin parce que vous allez être spoilé. Je ne vais pas vous dire pourquoi pour pas trop vous spoiler non plus, mais Jack et Hazel ont été séparés dans des circonstances vraiment affreuse. Elle n'a plus de nouvelles de lui, elle attend que ça, mais elle n'en a plus. Elle ne sait pas s'il est en vie, mais elle continue d'exercer son métier. En fait, elle se noie dans le travail pour oublier le fait qu'elle a été séparée de son grand amour. Elle va malheureusement aller en prison pour avoir aidé une femme à avorter. À l'époque, ils expliquent qu'il y a 3 produits pour avorter et qu'il faut en prendre un des 3 en général. Sauf qu'elle, elle a pris les 3, elle a vraiment mis sa vie en danger pour avorter et Hazel l'a soignée. Sauf que c'est considéré comme aide à l'avortement, ce qui est illégal à l'époque, et elle se fait dénoncer. Elle va en prison et manque d'y laisser sa peau, hein, parce que c'est affreux les prisons à l'époque. Et finalement elle est sauvée par une intervention royale, puisqu'elle est appelée pour sauver la princesse royale qui est malade pour une raison qu'on ignore. À force de voir les médecins réputés rater leur coup, eh bien ils ont décidé de changer d'option et de tenter avec une femme, puisque la princesse ne veut même plus se laisser ausculter. Donc ils se disent qu'avec une femme elle se laissera faire. Hazel est sauvée comme ça et elle va être entraînée dans des histoires, dans des conspirations pas possibles dont on ne peut s'arrêter de lire. J'ai adoré autant le tome 2 que le tome 1, même si je trouve le tome 1 quand même meilleur parce que plus rythmé peut-être, mais après c'est volontairement plus long ici. C'était trop bien de retrouver Hazel, ce personnage que j'adore, qui est une femme forte, qui se bat pour devenir ce qu'elle a vraiment envie d'être, et je trouve que pour l'époque c'est super admirable. Encore aujourd'hui je trouve les gens qui se battent pour leurs rêves vraiment incroyables, parce qu'on a toujours envie de nous mettre dans un chemin classique, parce que sinon c'est trop risqué, qu'on va pas y arriver. Là elle le fait et pour le coup c'est trop beau. J'ai trouvé que le livre était beaucoup plus angoissant à des moments, notamment le moment où elle est en prison, où je me sentais pas bien pour elle, c'était horrible, sa souffrance est trop bien décrite et nous met mal à l'aise. On a vraiment l'intrigue sous-jacente qui est super intéressante pour le coup, le fait, enfin tout ce qui va tourner autour de Jack, parce que vous imaginez bien que s'ils sont perdus de vue, enfin va y avoir quelque chose avec, ils vont soit se retrouver, enfin bref, je peux rien vous dire, mais c'était très bien fait. J'ai été très émue encore une fois, j'ai pleuré encore une fois, et j'ai trouvé qu'il y avait des originalités vis-à-vis des codes de la romance, donc je ne suis pas une grande experte, néanmoins j'en connais quelques-uns. J'ai trouvé qu'il y avait des codes de la romance qui étaient renouvelés de manière assez intéressante. Déjà dans le tome 1 c'était le cas et ça continue dans le tome 2. En plus on est toujours extrêmement bien plongé dans les mœurs, dans les paysages,
et les coutumes de l'époque et pour le coup c'est trop bien et c'est vraiment immersif. Tout ça amené avec une plume que j'aime beaucoup. C'est pas la plume la plus élégante du monde mais je trouve qu'elle accroche vraiment bien. En fait je manque d'arguments là mais je vous conseille fortement ce livre. Même pour les gens qui sont pas fans de romance comme moi, bah du coup vous pouvez totalement être convaincus. Et si vous cherchez à changer un peu des romances habituelles, bah alors cette duologie est faite pour vous. Je pense même que c'est possible que finalement ça donne lieu à un 3e tome. C'est pas sûr hein, mais la fin est ouverte et potentiellement il peut y avoir une intrigue intéressante avec le 3e, même si ça pourrait tout aussi bien s'arrêter là. Je suis si bien lancée que j'ai continué encore une série, j'essaie vraiment d'avancer dans mes séries en ce moment, donc voilà. King's Game Spiral de Nobuyuki Kanazawa. C'est donc le roman, le 4e tome du roman de King's Game que je vous le répète à chaque fois, j'avais lu en manga, que j'avais adoré plus jeune et que je me refais en roman pour me replonger dans cet univers si sombre. On va ici être sur un survival game qui a pour principe que tous les élèves d'une classe sont sélectionnés pour jouer et ils reçoivent par message des ordres du roi. S'ils n'obéissent pas à ces ordres, ils sont condamnés à mourir. Ces ordres vont devenir de plus en plus glauques, malsains, dangereux et mortels. Et les élèves vont devoir s'entretuer pour qu'il n'en reste plus qu'un. Ce tome est pour moi à l'heure actuelle le moins bon de la série. Néanmoins ça reste une histoire que j'adore et c'est vrai que c'est l'arc que j'ai le moins aimé. Dans le premier arc origine on découvre comment le jeu du roi a été créé. Dans King's Game tout court, bah on a vraiment en fait à la base ça a été le premier à être écrit et du coup c'est le jeu du roi classique. Ensuite il y a King's Game Extreme qui est un 2e jeu du roi dans lequel un des personnages revient. En fait il vit un second jeu du roi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez souffert, il fallait qu'il en vive un 2e. Et celui-là c'est un autre personnage qui a vécu 2 jeux du roi et nous on a vu son 2e jeu du roi, donc là c'est son premier. J'espère que ce que je dis est clair. Bref, je trouvais ça intéressant que l'auteur souhaite revenir sur ce personnage-là, puisque effectivement c'est un personnage qui a un caractère extrêmement spécial et on se demande constamment, quand on le voit dans l'autre roman qui en parle, pourquoi il est devenu comme ça. Donc le fait de revenir là-dessus c'était intéressant. La plume de Nobuyuki Kanazawa, moi je l'adore vraiment, je la trouve vraiment très simple et pourtant accrocheuse et pour ça franchement bravo. Néanmoins comme je l'ai dit, pour moi c'est le moins bon arc de la série pour plusieurs raisons. La première c'est que je trouve que le début et la fin ne sont pas mis en place correctement. Donc là au début on comprend que c'est une jeune fille qui s'intéresse beaucoup aux histoires d'épouvante, aux histoires horribles etc. qui va faire des recherches sur le fameux jeu du roi qui dans cet univers là est également un roman. Ce que je trouve pas très fin parce que pas très cohérent avec les précédentes, enfin les romans précédents. Bref, pourquoi pas. Et elle se rendre dans une école qui a vécu le jeu du roi, qui est tombé en ruine, découvre le carnet de ce fameux personnage qu'on retrouve et donc vit cette histoire en lisant son carnet. C'est intéressant, mais c'est pas bien mis en place. Au bout d'un moment, il y a un mélange avec rêve et réalité qui est assez étrange. Enfin, je trouve que les transitions ne sont pas bien mises en place et que vis-à-vis de l'univers actuel, c'est pas ce qu'il y avait de plus cohérent à faire. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être bien mieux fait que ça. La deuxième raison qui a fait que j'ai moins bien aimé, c'est que les personnages... comment dire ? Le choix a été fait de prendre le jeu du roi en cours de route puisqu'on a déjà vu 2 jeux du roi débuter dans cette variation là du jeu du roi. Donc c'est vrai que c'était pas intéressant de le faire débuter avec de nouveaux personnages parce qu'on l'a déjà vu 2 fois. Mais de reprendre au milieu, c'était prendre le risque qu'on accroche moins aux personnages. Et en plus de ça, l'auteur développe seulement 2 à 3 personnages. Les autres on les voit très vite fait. Ce que je comprends en fait, comment dire, c'est un choix qui est compréhensible mais encore une fois qui pour moi aurait pu être mieux mis en place. Je pense que c'est un roman qui a été fait dans la précipitation à cause du succès qu'a rencontré la saga et que l'auteur a pas assez réfléchi à ce qui aurait pu être mieux de faire dans ce tome-ci. Pour moi c'est dommage. Il y a vraiment des personnages, on dirait des coquilles vides. Il y en a un vraiment, il est tellement comment dire, il a un trait de personnalité qui est très exacerbé, qui est très développé, mais du coup il a rien d'autre. Vraiment il a rien d'autre. C'est comme si on me disait, c'est comme si on me décrivait comme une personne joyeuse et que j'étais joyeuse et rien d'autre.
que je pouvais pas être, par exemple, je sais pas, que je pouvais pas être joyeuse mais aussi colérique, joyeuse mais aussi créative, joyeuse mais aussi intelligente. Non, 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 juste voilà, lui il a un trait de caractère et il est rien d'autre. C'est une coquille vide et encore une fois pour moi, en fait c'est un livre qui donne vraiment l'impression qu'il y a eu un manque de temps pour le penser, le scénariser et l'écrire et c'est dommage. Ça reste intéressant parce qu'on comprend mieux le personnage avec lequel on a vécu un récit précédemment, mais pour moi vraiment ça aurait dû être retravaillé et si un jour il y a une réécriture de ce tome, j'en serais très heureuse parce que ça m'étonnerait que l'auteur ne soit pas conscient du niveau inférieur de ce tome-ci vis-à-vis des autres. Néanmoins, comme j'ai adoré la série en manga, et j'avais déjà l'impression que dans cet arc en manga que c'était moins bien, mais ça avait quand même été rattrapé dans ma mémoire, alors que peut-être pas, faudrait que je le relise pour voir, bref. Il y a la suite qui n'existe que en roman, qui n'a pas été écrite en manga pour le moment. C'est Kine's Game Apocalypse, c'est le dernier tome, c'est le jeu du roi sur tout le Japon, donc vraiment de manière beaucoup plus globale et colossale. Et j'ai quand même hâte de m'y lancer parce que ça reste une saga que j'aime. Si on occulte ce tome qui n'est pas mauvais mais améliorable, j'adore. Franchement, c'est juste, on va dire que ce livre-là, c'est un peu le point noir de cette saga que j'ai tant aimé et je trouve ça dommage. Je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus pour le Frisson Festival. Je vous en ai parlé dans mon beaucoup le précédent puisque je l'ai lu il y a peu de temps, Horribilis, Mort de citrouille de Violaine de Charnage et donc aux éditions Venin d'encre. On va se retrouver avec une petite troupe de jeunes filles qui vont fêter un anniversaire et pour ça elles vont au parc des citrouilles. Elles sont chaperonnées par le grand frère de la fille qui fête son anniversaire et par le petit chien trop mignon. Malheureusement, cette soirée de rêve va voler en éclats car des citrouilles vont prendre vie et attaquer le parc. Je tiens quand même à vous lire, malgré le fait que je vous ai déjà fait le résumé, la 4e de couverture qui se présente comme ceci, qui est vraiment très rigolote. Donc là en fait ça fait comme si c'était une invitation que la citrouille chef a rédigée. Tu es invité à fêter Halloween au parc des citrouilles, inutile de venir déguisé, on te fournira un masque très spécial. Emmène plein d'amis, et là il y a barré pour rejoindre mon armée zombie. Et il l'a barré, c'est rigolo. On va bien s'amuser. Signé la citrouille mutante. Oui, des masques très spéciaux puisque ils leur mettent des citrouilles sur la tête pour les contrôler en fait. Si la citrouille se met sur notre tête, elle nous contrôle. Donc ça fait une armée zombie. C'est toute une très bonne lecture qui s'apparente vraiment pour le coup à du jeunesse parce que, alors je sais que c'est pas le seul critère pour du jeunesse mais les personnages sont jeunes donc on a des mentalités qui sont moins matures que si c'était des personnages adultes. Et en plus de ça j'ai trouvé ça vraiment comme un roman d'aventure en fait. J'ai trouvé ça mignon et rigolo de suivre ces jeunes gens se faire attaquer par des citrouilles et essayer de survivre. Ça reste de l'horreur mais c'est mignon comme tout quand même. Et après le petit plus c'est qu'il y a 4 fins bonus. Donc la fin Heuresis, Épouvantis, Terribilis et Horribilis et ça monte crescendo. Donc c'est trop cool. Après il y a une des fins que je conseillerais pas du tout à des jeunes lecteurs. Mais l'histoire de base franchement, même à lire avec vos enfants si elles ont envie de découvrir une histoire un petit peu horrifique, c'est vraiment tout mignon. Moi j'ai beaucoup aimé et je voulais découvrir depuis longtemps La Plume de Violaine de Charnage et quel a été mon bonheur de la découvrir dans ces conditions là. Toujours pour le Frisson Festival j'ai lu Murmure d'ombre de Frédéric Livin. Ça va être vraiment dur de vous parler de ce livre parce que j'ai tellement pleuré que je ne m'en remets pas. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un jeune policier qui travaille actuellement sur une affaire de tueur en série très pervers puisque ce tueur en série filme ses crimes, les met sur le dark web pour gagner de l'argent et en profite pour les envoyer à la police, un peu de provocation, voilà. Et pendant qu'il travaille sur cette affaire, bah forcément son esprit est très pris. Il se rend compte d'un seul coup d'un truc, de quelque chose, d'un fait important pour l'affaire, fait qu'il ne nous est pas dévoilé. Et il n'a pas trop le temps d'y réfléchir puisque le soir sa femme vient le chercher après le travail pour lui faire une surprise. Elle l'emmène dans un lieu où elle lui annonce qu'ils vont avoir un enfant. Ils sont tellement heureux. Vraiment c'était une trop belle scène et malheureusement Frédéric Livin a envie de briser nos cœurs de lecteurs. Juste après, mais vraiment tout se déroule en quelques secondes, c'est horrible. Eh bien ils se font agresser. Et la femme va mourir lors de cette agression. Vraiment c'est le tout début du roman. Suite à ça, eh bien on va voir le policier en fait essayer de se remettre de ce deuil, de ce drame, de cet événement absolument
absolument affreux. Et ça va être vraiment un travail de dure haleine. On va avoir tout cet aspect sur ses rendez-vous chez la psy, ses cauchemars, comment il peut réintégrer la police après une telle chose. C'est un livre qui m'a fait énormément pleurer, vous vous en doutez déjà dans le speech, hein. Et en plus vraiment le meurtre de sa femme se passe en une fraction de seconde. On le voit pas venir. Il n'y a pas de moment où on se dit il y a quelque chose de grave qui va arriver. Non. En plus moi je lis pas les résumés parce que j'aime trop découvrir les trucs sans savoir, sinon après je suis déçue, j'en attends trop. Bah là pour le coup je suis pas déçue, hein. Et oh là là, c'était Frédéric Livin est pour moi extrêmement talentueux. C'est la première fois que je lis un de ses livres et c'est un coup de cœur énorme parce que il m'a fait ressentir tellement d'émotions. C'est horrible, c'est horrible. Cette scène-là a été pour moi un coup de poignard alors que c'était que les premières pages et pour ça faut être quand même assez fort. Et même de voir ce policier vivre ce deuil, c'était horrible. J'ai oublié un élément du résumé parce que pour moi c'est pas quelque chose que je devais dire, mais comme c'est écrit dans le quatrième de couverture je vais le dire. Il va y avoir pendant son deuil une nouvelle vague de meurtres. Et ces meurtres sont liés au crime qui a été commis contre sa femme. Donc ça va quand même légèrement être embêtant pour qu'il reprenne du service puisque forcément il va être visé par des soupçons de la police. Et il commence à avoir beaucoup d'hallucinations. Alors effectivement il se demande quand même, il se dit est-ce que c'est moi qui commets ces crimes inconsciemment pour me venger ou pas. C'était très bien mis en place également. On a des doutes et on voit pas le truc venir tout de suite pour le coup. Et en même temps on a vraiment la beauté de l'amour. Et vous savez que j'aime pas encore une fois les histoires d'amour. Et pourtant, je trouve que cette fois-ci ça a été extrêmement bien fait. On a la beauté de l'amour qui vient quand même être un élément important de ce récit. Et en fait, on s'attend pas à ça. Je pense qu'il faut pas trop lire le résumé pour pas s'attendre à quoi que ce soit et vraiment découvrir le livre dans son entièreté et sa beauté. Mais les surprises sont présentes. On voit pas le truc venir, en tout cas je ne l'ai pas vu venir. Franchement foncez. Foncez, c'est trop beau. Vous imaginez pas ce qui vous attend quand vous ouvrez le livre et quand vous le refermez vous êtes traumatisé en fait. Et enfin pour le prix du Frisson Festival j'ai lu Ténèbres de Ted Chick. Alors ici on va être dans quelque chose d'assez étrange puisque on va suivre en même temps à deux endroits totalement différents deux jeunes personnes. D'un côté on va avoir deux jeunes soldats en service militaire qui sortent pour faire le mur et pour aller boire et qui malgré eux vont être impliqués dans l'agression d'un haut gradé et qui vont donc se sauver. D'un autre côté, au même moment, bien loin d'ici, deux jeunes vont décider pour se marrer pendant la nuit d'aller visiter une maison soi-disant hantée, une maison abandonnée et vont y faire une découverte assez intéressante, des cassettes qui sont très glauques puisque les enregistrements sont à caractère sexuel et très violents. Suite à ça, va se passer un drame qui va tourner autour de cette maison. Nous, on va se retrouver 10 ans plus tard. On va retrouver certains de ces personnages et se rendre compte que les répercussions de cette soirée terrible vont encore être présentes 10 ans plus tard et on va en fait comprendre avec 10 ans de passé ce qui s'est passé ce soir-là puisque en tant que lecteur on est vraiment on est noyé dans le flot d'informations et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et bah 10 ans plus tard on va comprendre petit à petit, vraiment petit à petit parce que tout s'éclaire dans les dernières pages et ça c'est un aspect que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, l'écriture était vraiment agréable, l'histoire un peu tirée par les cheveux, d'autant plus que le prologue pour moi, je comprends le prologue mais il a... faut s'en souvenir, j'ai dû revenir au début pour comprendre parce que j'ai fini le livre et je me suis dit mais attends, du coup il servait à quoi le prologue? Et quand j'ai vu les prénoms j'ai compris. Il m'a fallu quand même revenir dessus. Néanmoins, c'était vraiment super intéressant parce que on est vraiment traîné par l'auteur. Est-ce que c'est du surnaturel? Est-ce que c'est vraiment... tout est lié à des faits rationnels et réalistes? Est-ce que telle personne va s'en sortir? Alors, pourquoi ces 4 personnes, chacun vraiment très éloigné, sont liés? Pourquoi on suit leurs deux histoires alors qu'a priori ça n'a rien à voir? J'ai trouvé que c'était un sacré coup de poker de l'auteur qui nous fait croire que
il y a vraiment rien à voir entre tout ça et que du coup on est plus tenté par les théories surnaturelles et qui au final arrive à créer du lien auquel on aurait pu penser mais auquel on n'a pas pensé, et c'était très bien fait. Les effets de surprise, encore une fois, sont totalement réussis. Et donc encore une fois, un récit que je vous conseille tout à fait. Pour le coup, je suis vraiment très heureuse parce que de toutes mes lectures pour le Frisson Festival, pour l'instant, il n'y en a aucune que je n'ai pas aimée ou qui m'a déçue. Je les aime plus ou moins chacune, à des degrés différents et pour des raisons différentes, mais je n'ai aucune déception et ça me rend vraiment heureuse. Pour finir, j'ai lu Lisa de David Artero aux éditions des Tourments. D'abord, je tiens à remercier infiniment David Artero de m'avoir contacté et les éditions des Tourments de m'avoir envoyé le livre que je suis très heureuse d'avoir découvert. Vous pouvez le constater, c'est un livre qui est très court mais qui est fort en émotion. Ici on est donc encore une fois dans un roman d'épouvante et cette fois-ci on va suivre un groupe de personnes. Je ne peux pas vous dire qui elles sont et pourquoi elles sont liées puisque pour moi ça fait vraiment partie de la découverte du roman. Et ces personnes se font attaquer par une créature très sombre, très effrayante, une créature, on ne sait pas trop ce que c'est. Elle les attaque et les tue un à un. Pourquoi ils méritent cette souffrance? Pourquoi ils en sont là? Pourquoi cette créature se lance à leur poursuite? Eh bien il faudra lire le livre pour le découvrir. C'est une histoire qui est extrêmement sombre et qui... En fait j'aimerais bien vous poser des trigger warnings et en même temps pour ceux qui vont la lire je vais spoiler si je donne les trigger warnings, donc je ne le ferai pas. En général quand on lit de l'horreur on sait qu'on doit s'attendre à des trucs horribles, donc voilà. Néanmoins c'est un livre qui peut être très dur, mais vraiment très dur pour plusieurs thématiques et qui pour moi a été un peu difficile, je l'avoue. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Peut-être des fois je trouvais les phrases un petit peu longues, néanmoins très bien construites mais un peu longues. Ces personnages sont intéressants car tous développés à leur manière et on plonge plus ou moins pour tous dans leur caractère, dans leur vécu, pourquoi ils en sont arrivés là, et pourtant le livre est court, donc c'est que l'auteur est efficace et en même temps il arrive à nous faire comprendre ces personnages et à nous faire vivre dans leur tête. D'ailleurs en parlant des personnages, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils sont réalistes. C'est un aspect important pour moi et j'avais vraiment l'impression que c'était des personnages, des gens que je pouvais croiser dans la rue, que j'aurais pu côtoyer, et pour le coup c'est très réussi. On commence l'histoire sans savoir vraiment, même la 4ème de couverture c'est vraiment ce que je viens de vous résumer en gros. On commence l'histoire sans savoir à quoi s'attendre. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi ça se passe et comment ça va se passer. Et pourtant, on y va, on continue, on lit pour comprendre. Et c'est vraiment que à la fin qu'on comprend. Il y a vraiment un aspect mystère total, flou total jusqu'à la fin, même si je me suis doutée de ce qui se passait quand même à un certain moment du récit. Et c'est vraiment développé à la fin. Et même, en fait, je m'en suis doutée et après je me suis dit, non. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Je ne croyais pas les personnages capables d'une telle chose. Et pour ça, encore une fois, c'est assez fort. La fin m'a retournée. Franchement, la fin m'a retournée. J'étais mal. C'était horrible. C'était extrêmement bien décrit. Quand on lit cette fin, on a un sentiment de solitude et de souffrance qui est si profondément et si bien expliqué qu'on se sent forcément mal. Et vraiment... étonnamment, d'un autre côté, je me serais attendue à pleurer parce que c'est le genre de récit qui me fait pleurer, très sincèrement. Mais j'ai pas pleuré et je sais pas pourquoi et ça me perturbe parce que j'ai terminé le livre, je me dis mais... Enfin, je me sens mal, mais vraiment un mal-être profond. Et pourtant, j'ai pas pleuré. Et franchement, j'ai besoin d'en parler parce que je sais pas à quoi c'est dû et me connaissant, je suis étonnée parce que j'aurais dû pleurer en lisant ce livre. Alors là, la question n'a rien à voir avec le bouquin, mais est-ce que ce serait à cause de la fatigue? Est-ce que à cause de la fatigue, j'aurais pu ne pas être aussi émue que je l'aurais pensé? Ou est-ce qu'il manque quelque chose à ce livre? Je ne saurais pas vous le dire et honnêtement, ça me chagrine parce que pourtant je me suis sentie, mais oh là là, je vais me répéter, je suis désolée, je vais me répéter, mais... Le mal-être était présent. C'était une réussite. Je trouve que c'était une réussite absolue. Et le dernier point vraiment qui est génial dans ce livre, c'est le jeu temporel. Il y a un jeu temporel, des allers-retours qui sont faits et qui sont pas explicitement montrés. Et c'est au lecteur de comprendre quand se passe telle chose et
du coup de reconstituer potentiellement ce qui va se passer. Alors il y a certains allers-retours temporels qui sont assez logiques, par exemple quand on voit les personnages plus jeunes on comprend très vite, mais il y en a d'autres qui sont plus subtils puisqu'on sont adultes, et de retracer comme ça, de faire travailler nos méninges pour comprendre cette histoire, pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre l'horreur de la situation, bah moi j'ai trouvé que c'était très bien fait et très satisfaisant dans cette lecture. Donc Lisa de David Artero, je vous le conseille vraiment tout à fait, c'est court, c'est choquant, c'est prenant, et encore une fois c'est un livre dont on a du mal à se remettre parce que c'est une histoire qui va vous faire mal au cœur. Voilà pour les lectures terminées. Au final j'en ai pas lu tant que ça sur le laps de temps qui s'est écoulé, mais bon c'est pas grave, j'ai pris du plaisir à lire tout ça sauf 20 milieux sous les mers du coup. C'est fini pour les lectures du moment, je m'arrête là, c'est déjà énorme. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles lectures vous avez lues? Lesquelles vous donnent envie? Lesquelles ne vous donnent pas du tout envie? Et enfin, que lisez-vous en ce moment? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les effroyables.